Évidemment avec notre économiste favori, Fabrice Aubert. Bonjour à toi. Et on est parti pour développer. Bonjour, bonjour auditrices et auditeurs. Très content de vous retrouver pour aborder une thématique qui n'est pas facile, tu l'as cité. Je dois te dire, et je vais commencer par les fins, c'est que pour moi, le papier que je t'ai envoyé, que je vais essayer un peu de dérouler ici, n'a pas été facile. Parce que moi, ma vie, c'est pas l'analyse que je fais si tu veux, des guerres, du capitalisme, tout ça. À la limite, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la mer, la natation, le vélo, la planche à voile, le paddle. Voilà, c'est ça qui m'intéresse dans ma vie. Et là, j'ai du plaisir. Là, j'ai du plaisir. Et si tu veux, ce que j'ai écrit, c'est de la souffrance, parce que il faut rentrer dans des quartiers, des personnes, des situations que je ne vis absolument pas. Et le problème, c'est que Dany me le dit souvent, en me critiquant parfois, je suis trop émotif. C'est-à-dire, pas sûr que ça soit une critique, c'est peut-être un constat. C'est une qualité. Voilà. J'ai pas de peau qui me protège. Si tout le monde était émotif comme toi, le monde changerait. C'est gentil, merci. Oui, évidemment. Donc, si tu veux, c'est de la souffrance parce que je vais décrire des choses qui sont pas ma vie, quoi. Et qui sont pas belles. Et voilà. Alors, j'attaque. Qui respire pas, évidemment. Si je peux dire, pas porteur d'espoir. On parlait de guerre, donc j'attaquais, c'est... Je commence. Alors, déjà la dernière fois, on était parti de cette idée, le capitalisme porte la guerre comme la nuée porte l'orage. Ça, c'est Jaurès. Jaurès, juste avant d'être suicidé, alors que c'était, tu vois, là aussi, c'était un militant de la vie, de la paix, un militant de la vie, un pacifiste. Et donc, il faut réfléchir pourquoi il a été tué. Il a été tué parce qu'il a réussi à démontrer quelles étaient les causes profondes de la guerre. Puisque derrière, si tu veux, quand il dit le capitalisme porte la guerre comme la nuée porte l'orage, eh ben on a compétitivité, concurrence, libre-échange, qui est le drapeau actuel du capitalisme, en lieu et place de liberté, égalité, fraternité. Ça, il faut le comprendre. Et la guerre, en définitive, on l'avait vu avec la guerre de Troie, c'est la finalité de la concurrence. Et c'est quoi la concurrence? C'est chercher à détruire l'autre, à supprimer l'autre. Donc ça ne peut déboucher que sur des logiques de guerre. Et regarde tout ce qui se passe ces dernières années, ces derniers mois. Guerre en Ukraine, l'objectif était d'empêcher la Russie de redevenir puissance mondiale. Guerre en Albanie, ce qu'on dit le Haut-Karabakh, c'est pour des gazoducs. Donc là encore, c'est très matériel et très commercial. Guerre en Afrique, c'est la conséquence des processus de décolonisation qui ne cessent pas, et dont d'ailleurs la France est un opérateur, si je puis dire, et notamment Bolloré, comme industriel français qui domine l'Afrique. En Afrique, c'est bien impacté, évidemment. Et la guerre en Palestine, qui contrairement à tout ce qui est raconté sur guerre de religion, confrontation juifs contre les musulmans, n'a pas de sens. Je ne dis pas que ça n'existe pas facialement, mais ça n'a pas de sens si tu ne remets pas au centre le fait qu'il s'agit en fait d'une guerre de colonisation, c'est-à-dire de conquête des territoires sur lesquels se trouvent des richesses. Et d'ailleurs, au large de Gaza, il y a des puits de gaz qui sont extrêmement importants et qui doivent être confiés à une entreprise russe. Il faut se le rappeler, tout ça. Bon, je vais en rajouter une louche, là, sur la guerre en Ukraine. On a appris hier soir, parce que je suis en train d'écrire un papier, tu vois, qui dit « J'accuse les États-Unis de génocide ukrainien ». Parce que les États-Unis sont en train de faire ce qu'ils ont toujours fait dans les guerres extérieures. Ils abandonnent, ils s'en vont parce qu'ils n'y arrivent pas. Et ils lâchent, ils abandonnent les populations. Alors que c'est eux, quelque part, qui ont poussé à la guerre. Et ils ont poussé à la guerre, non pas d'Ukraine vis-à-vis de la Russie, mais c'était les États-Unis qui étaient en guerre contre la Russie pour empêcher la Russie de redevenir une puissance mondiale. Elle n'était qu'une puissance régionale. Elle peut redevenir une puissance mondiale avec toute l'économie du gaz qu'elle développait avec l'Europe. Un partenariat avec l'Europe pouvait se développer sur des logiques qui étaient de coopération et non pas de guerre. Il fallait l'empêcher et imposer le gaz américain, GNL,
en lieu et place du gaz russe, qui est un gaz naturel, avec toutes les conséquences écologiques, sociales, etc., etc. Donc, si tu veux, il faut avoir tout ça dans la tête. Mais on ferait encore une erreur si on ne liait pas ces guerres internationales, mondiales, mondialisées, que certains appellent de la géopolitique. J'aime pas ce terme. Je pourrais dire lutte de classe mondialisée, parce que la Russie, c'est l'Inde, fait partie des pays pauvres, si tu ramènes son PIB au nombre d'habitants. Et ça fait partie des autres pays qu'on pourrait appeler du sud global, comme ils disent. Hein. Mais il faut faire le lien avec les guerres sociales intérieures que tu as. Les guerres sociales intérieures, c'est que toutes les réformes politiques qui ont été décidées vont toutes dans le même sens. Droit du travail, réduction du code du travail, baisse des indemnités chômage, RSA à 600 €, obligation de fournir une prestation de 15 heures par mois, c'est une forme de retour du STO, diminution des services publics, hôpitaux, écoles. Tu vois, l'école, on a appris hier soir, dans le classement PISA international. Oui. Et on le voit avec les économistes qu'on a sur le plateau aujourd'hui. Hein. C'est gentil, ça. C'est une boutade, Mais il faut les piquer un petit peu. Non, tu as raison, mais justement, tu vois, à l'époque, le cursus que j'ai suivi ici, c'était une époque où tous les politiques étaient d'accord pour développer l'école publique. Et quand on a traité le budget, je t'ai montré qu'à l'époque, il y avait l'objectif de 80% d'une classe d'âge au niveau du baccalauréat, et les moyens financiers mis dans le cadre de cet objectif ont été mis à disposition. On est passé de 6% du PIB pour l'école, enfin l'éducation nationale, à plus de 8%. Or, aujourd'hui, on est redescendu. Donc, si tu veux, tout le discours qui est fait sur l'école, ça coûte cher, regardez l'argent public qui est mis dessus, c'est une tromperie si tu regardes en relatif et les difficultés réelles des gens dans les quartiers pour suivre une scolarité dite normale. Tu vois qu'ils en sont en train de revenir avec, comment il s'appelle, c'est Gabriel Attal, au groupe de niveau dans les classes. C'est un truc de fou. C'est-à-dire, tu adaptes, mais faut faire le lien, tu adaptes l'école à l'économie que tu veux. Comme ton économie n'est plus industrielle, que tu n'as plus de maîtrise industrielle, tu n'as plus besoin de techniciens. Tu as juste besoin d'ouvriers presse-boutons, d'où la révolution numérique, hein, et ChatGPT, et puis des très hauts cadres pour le management. Mais ce qu'on appelait auparavant les classes intermédiaires, les techniciens, les ouvriers qualifiés, tu n'en as plus besoin. D'où le massacre de l'école. Tu vois, tu peux pas... Et alors, regarde, hein, on a dit 26e pour le classement PISA, et je ne remets pas en cause, mais tu prends la santé en France. L'OMS, il y a 20 ans, nous classait premier système de santé en France. Tu sais combien on est aujourd'hui au monde, hein, oui, premier système de santé au monde. Aujourd'hui, on est 26e. Même chose. Or, il y a eu la loi hôpital, santé, territoire, portée par Sarkozy. Parce que tu vois, les choses, avant de les payer, ça met un certain temps. Mais tu les payes au centuple après. Parce que ça s'accumule. Tu vois, Bon, je continue. Privatisation des réseaux, énergie, eau, communication, transport, et privatisation ou mise en concurrence qui devait permettre d'obtenir la baisse des prix. Regarde ta facture d'EDF. Nous sommes d'accord ou pas? Non, tu vois, c'est pas d'idéologie que je fais là. C'est du matériel. C'est ça le matérialisme. On est accusé d'idéologie, attention. Ouais, t'as intérêt. Et l'inflation. L'inflation, c'est... et ça, je l'avais traité aussi. J'avais dit, et si l'inflation venait du capital? Même aujourd'hui, le FMI reconnaît que plus de 50% de l'inflation provient de l'amélioration des marges des multinationales. Attention, il y a aussi quand même la guerre en Ukraine qui est en cause. Oui, il ne faut pas l'oublier, ça. Oui, mais la guerre est plus un prétexte mis en avant pour justifier l'augmentation des prix. Je crois que sans la guerre, il y aurait eu cette... explique-moi l'augmentation des prix du café. Ouais, après, ça ne vient pas d'Ukraine. Il y a la spéculation, comme toujours. Voilà. Guerres, alors, on est bien d'accord. Regarde, l'or en ce moment est au plus haut niveau. Pourquoi? Ça, c'est les spéculateurs, évidemment. Voilà. Pourquoi? Parce que tu es dans une situation
de risque mondial maximum. Alors l'or joue sa valeur refuge. Alors que c'est qu'un métal précieux. Imagine demain un tremblement de terre, tu perds tout, mais tu as 10 000 kilos d'or, ça te sert strictement à rien, parce que tout est détruit. Non. Ouais. Même valeur si refuge, l'or, on dit souvent aussi l'immobilier valeur refuge. Après l'or, c'est plutôt quand même une sorte de sinueux, c'est-à-dire qu'on a des cours parfois qui sont très hauts, puis c'est un peu plus bas. Valeur refuge, c'est plutôt pour l'immobilier sur lequel on se place, c'est plutôt l'immobilier. Bon, affaire à suivre en tout cas, mais c'est intéressant ce que tu évoques, Fabrice. Juste Samy qui a réagi, il a dit, vous avez évoqué le fascisme, et il voudrait voir sous quelle forme justement vous estimez qu'il y a du fascisme, parce qu'évidemment tout le monde est plus ou moins divergent sur la question. Alors, juste un point, les millionnaires et les pauvres augmentent en parallèle, 12 millions de pauvres, 6 000 enfants à la rue, hausse de 17% de la pauvreté, c'est du Secours catholique. Le Secours catholique vient de sortir un rapport qu'on peut trouver sur Internet et que je conseille à tout le monde parce que c'est d'une clarté absolue. Et tu vois, je ne prends pas un mouvement politique marxiste ou autre chose, non, le Secours catholique, qui lui est dans le quotidien sur cette question. Hein. Et ben, en 1989 notamment, les femmes représentaient 51% des adultes rencontrés par le Secours catholique. En 2022, cette part est de 57,5%. Tu imagines l'augmentation? Or, il faut savoir que les femmes, et ça fait partie de la guerre sociale, ce sont celles à qui on impose le travail partiel contraint le plus nombreux. Plus de 2 femmes sur 3 sont en temps partiel imposées. Donc tu vois à quel point l'articulation est faite. Et alors, on en vient à la guerre, il faut quand même en dire 2 mots, la guerre en Palestine. Moi, je dis guerre en Palestine et pas guerre en Israël, hein, parce que historiquement, c'est la Palestine. Et il faut se rappeler qu'à l'époque, c'était sous mandat britannique de l'ONU. Et c'est... l'Empire ottoman aussi, voilà, au début. Auparavant. Mais il y a eu l'explosion de l'Empire ottoman, comme il y a eu l'explosion de l'Empire romain. Bon. Et voilà. Et donc, ça a donné la naissance de toute une série de pays, dont la Palestine. Et la Palestine, à l'époque, il n'y avait pas de problème. Et ils vivaient en paix et en harmonie. Les Juifs, les catholiques, parce qu'il faut se rappeler qu'il y a ce qu'on appelle les chrétiens d'Orient, ils sont aussi en Palestine, et les musulmans. Et il n'y avait pas de problème de guerre de religion. Et ils vivaient en harmonie. Ils vivaient ensemble. Hein. Et il y a des photos qui le montrent. Alors, suite au conflit au 7 octobre, alors à écouter les médias, on dirait que tout a commencé le 7 octobre, mais le conflit il a commencé bien avant le 7 octobre. Ça fait plus de 70 ans. Ah, mais complètement, voilà, c'est presque ancestral, oui. 75 ans. Et il y a eu ce fameux appel à une marche contre l'antisémitisme. Contre l'antisémitisme, c'est tout. Et c'est là où tu as une césure. Pourquoi ? Parce que dans notre pays, il y a à la fois antisémitisme, c'est exact, mais il y a aussi islamophobie, et il y a aussi racisme. Donc si tu veux, quand tu t'arrêtes à une marche, à un appel, juste contre l'antisémitisme, tu mets de côté tout le reste. Et de fait, à la limite, c'est un appel à marcher contre les musulmans. Donc moi, je ne pouvais pas y aller. Tu vois, je réfléchis individuellement. Hein. Et quand tu vois que le PC, le PS, les Verts y ont été, mais avec le Rassemblement national, tu labellises le Rassemblement national comme étant un mouvement républicain. Et tu passes du Front républicain qui, à l'époque, faisait que tous les partis, au 2e tour, étaient d'accord pour battre le candidat du Front national, tu passes à l'arc républicain, qui est tout, sauf la France insoumise. Et c'est le discours qui était déjà entendu, c'est un retour d'histoire sur les années 30, à l'époque, contre le Parti communiste, qui avait le malheur de soutenir... que le Front populaire. C'était le slogan. Le fameux slogan de... Voilà. Et ben aujourd'hui, c'est plutôt Le Pen que Mélenchon. Enfin, je veux pas... Mais c'est la réalité.
Et la marche du 12 novembre, tu sais ce qu'elle fait? Parce que faut se rappeler l'histoire, hein. Ils n'ont pas appelé ça manifestation. Ils ont appelé ça marche, nous sommes d'accord. Oui. Et bien, le concept de marche vient de Mussolini. Mussolini a organisé la marche sur Rome, et c'est après cette marche sur Rome qu'il a pu accéder au pouvoir. Tu vois jusqu'où ça va? Ça fait froid dans le dos, d'où l'analogie que tu fais avec le fascisme, puisque tu évoques évidemment Absolument. Mussolini en amont. Moi, j'attire votre attention, puisque si tu veux, après, alors, un mot sur l'histoire passée, hein, parce qu'on est passé à l'époque de 1945 et de la volonté de répondre aux besoins des peuples, des programmes de nationalisation et de contrôle par l'État de l'économie, à la mondialisation qui a tout dérégulé, tout cassé, tout privatisé, avec les conséquences sociales qu'on a vues. Faites le rapport entre le fait qu'on en France, hein, on invente et on crée les restaurants du cœur et le RSA dans les années 82-83, première privatisation en France, 85. Comme si on savait par avance que les privatisations allaient nécessiter un accompagnement social. La vaseline, excusez-moi l'expression. Hein. Mais c'est ça, c'est ça. Et rappelle-toi que, comment il s'appelle, Coluche lui-même ne voulait pas que les restaurants du cœur perdurent. Exactement. Alors qu'il n'y a jamais eu autant de millions de repas distribués. On est d'accord là aussi, c'est pas d'idéologie que je fais. On est bien d'accord. Alors, passons aux faits divers. Parce qu'il faut faire l'articulation entre la marche du 12 et les faits divers qui se sont passés à Orgeant sur... je ne sais plus où. Orcel. À Orcel. Bon, voilà. Et à Romans-sur-Isère, pardon, voilà, c'est ça. Romans-sur-Isère. Et la réaction qui a eu lieu. Alors, le drame et l'horreur ne sont pas contestables. Dire tu n'as pas à aller dans une salle des fêtes avec un couteau, quel que soit le prénom que tu portes. Hein, bon, et la couleur de peau que tu as et la religion que tu as. Bon, mais immédiatement, ce qui s'est passé, c'est des manifestations d'extrême droite dans le quartier de la Monnaie, qui porte bien son nom, parce que les gens sont sans monnaie là-bas. Hein, c'est la réalité sociale. Et des manifestations qui sont violentes, et volontairement. L'instrumentalisation des faits divers, c'est un fait connu depuis très longtemps. Oui, mais regarde... C'est pas nouveau. Ça a toujours été pratiqué. Oui. Et c'est un instrument qui est très, très... Non, mais je suis d'accord avec toi, mais... utile pour certains parties. J'ai appris hier qu'il y a un jeune qui s'est fait tuer. Voilà, un jeune s'est fait tuer. Bon, ben, il est pas rebeu, on n'en parle pas. Voilà, oui, on n'en parle pas. C'est un fait divers. Bon. Et le problème, c'est que ces manifestations violentes, alors en plus, ils disent ça, ils appellent plus extrême droite. Hein, droite radicale, non, c'est droite, je ne sais plus comment, c'est un autre terme qu'ils utilisent. Il faut bien comprendre pourquoi. Parce que, comme si tu veux, ils essayent de faire oublier l'histoire du fascisme via le Front National et l'extrême droite dans notre pays. Il faut donc utiliser un autre terme pour labelliser le fameux arc républicain qui va du Rassemblement national jusqu'au Parti communiste, aujourd'hui. Là est le problème. Tu vois, donc on change de concept pour faire oublier l'histoire. Parce qu'on a tous appris que l'extrême droite, c'est le fascisme, et que le fascisme, ça a donné 40. Et donc, il faut détruire dans la tête des gens ce rapprochement. Donc, on va parler de droite radicalisée, voilà. Hein, ultra-droite. Voilà, le vrai terme. Bon, mais tu crois, à ton avis, pourquoi ils se sont sentis libres de pouvoir organiser ces manifestations violentes dans le quartier de la Monnaie pour mettre en cause tous les quartiers populaires et pas avant? Mais parce que la marche du 12 novembre l'a initiée. Dès lors que le Rassemblement national est invité, du fait même de l'appel de la marche, de l'intitulé de la marche, parce que tu aurais mis contre
l'islamophobie et contre toutes les formes de racisme, le Rassemblement national ne serait pas venu. Tu comprends ce que je veux dire? Donc dès lors que l'intitulé permet, en même temps, de ne plus rappeler l'histoire du Front National, du Rassemblement National, et bien après, l'extrême droite peut à nouveau battre le pavé comme ils l'ont battu dans les années 30. Voilà la gravité. Non? Alors, observons que d'un coup, Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, appelle au risque de basculement de la société. Alors, quelque part, il a raison, mais il a tort quand il dit qu'il y a deux France. C'est lui qui crée les deux France. C'est lui qui, en faisant des politiques antisociales, contribue à créer les fameuses deux France. Ce n'est pas deux France. Il y a le capital et il y a le peuple. C'est ça l'analyse en termes de lutte de classe. Ce n'est pas la France des musulmans contre le reste de la France. Rappelons, et ça c'est aussi une donnée exacte, quand tu prends la population française en sa totalité, la première religion, c'est laquelle c'est? Eh bien 56% des Français sont agnostiques, c'est-à-dire ils sont sans religion. J'en fais partie. La deuxième religion, 26% des Français se déclarent, puisque c'est une déclaration. Il n'y a pas d'études. C'est une déclaration. 26% se déclarent catholiques. Et après, 6% se déclarent musulmans. C'est ça le grand remplacement. Et d'autres religions aussi. Hein. Oui, Voilà, après, il y a... Mais ça. bon, voilà, il y a d'autres religions. Chacun se déclare. Voilà. Bon, Et la laïcité, c'est de faire en sorte que chacun puisse vivre sa religion en tranquillité et en paix. Et je vais te dire, 98% des musulmans dans notre pays, c'est ce qu'ils veulent. Et ils sont à chaque fois... C'est pas besoin de le rappeler. Voilà. C'est un fait. Je veux dire, si on le rappelle, c'est comme si on en doutait. Voilà. Une sorte de stigmatisation peut-être. Voilà. Une sorte de stigmatisation, Christian, peut-être. Il y en a assez, si tu veux, de cette communication permanente là-dessus. On est manipulé aussi, donc c'est une manipulation. Regarde le dernier drame qui a eu lieu, le mec qui a donné un coup de couteau. Voilà. Comme il s'est passé tout ce qui s'est passé, même Darmanin dit non, c'est pas un attentat terroriste, il y a eu un problème psychologique, psychanalytique, avec les hôpitaux, on n'a pas assez suivi. T'as vu comment il fait? C'est-à-dire d'un coup, il s'est rendu compte qu'ils avaient réveillé l'hydre. Tu vois, la bête immonde. Hein, la bête immonde est encore dans le ventre et elle peut sortir à tout moment. Donc d'un coup, il essaye de calmer le jeu, mais c'est trop tard. La bête est déjà sur ses jarrets, hein, puisqu'elle a été sur le pavé. Donc si tu veux, tous les dangers, toutes les violences, les insécurités et les risques de fascisme désormais existent dans notre pays du fait de tout ce qui s'est passé. N'oublions pas. Alors tu sais Fabrice, juste un point parce que on reçoit des SMS, on nous dit que quand on évoque le fascisme, ça fait froid dans le dos. Et évidemment, je te dis ce qu'on me dit évidemment, hein, parce que c'est important, que c'est peut-être amplifié malgré les bonnes analyses. Qu'est-ce que tu dis par rapport à ça? Alors, le problème du fascisme, et c'est pas Simone Veil, c'est une autre camarade qui l'avait écrit là-dessus, Gisèle Halimi. Elle a dit un texte très beau dessus. Elle disait, je ne peux pas le dire par cœur, mais je vais en dire l'esprit. Elle disait, le fascisme, ah bon, vous pensez que c'est ça? Et puis d'un coup, il est là, et on s'en est pas rendu compte. Et moi, j'ai cette expression. Le fascisme ne montre jamais son vrai visage tant qu'il n'est pas au pouvoir. Une fois qu'il l'est, c'est trop tard. Hein? Tu ne joues pas. Tu ne joues pas. C'est comme quand tu es dans une forêt, l'été, tu ne joues pas avec des allumettes. Tu ne joues pas avec du feu. Sinon, l'incendie se déclare. Si tu veux, en plus, toutes les braises sociales, toute la poudre des violences sociales accumulées depuis le début de la mondialisation, début des années 80, ça fait désormais plus de 30 ans que tu vis dans certains quartiers, dans la pauvreté. Et les gens, le problème, c'est que ils n'ont plus, parce qu'ils ont été déséduqués, la grille de lecture, entre guillemets, du marxisme
et de la lutte des classes. D'autant plus que le Parti communiste n'existe plus dans les quartiers. Moi, auparavant, le Parti communiste existait, j'en étais militant. L'éducation politique, tu le faisais dans les cellules. Il y avait des cellules partout dans les quartiers. Et c'était là où tu faisais l'éducation politique. Ou dans les entreprises. Et donc, tu ne tombais pas dans le racisme. C'est-à-dire, tu ne voyais pas ton voisin, quelle que soit sa couleur de peau ou sa religion, par ce travers-là. Mais tu le voyais par le fait qu'il vivait les mêmes conditions sociales que toi. Or, si tu veux, dans le mouvement des apparences et de la facilité, le fait qu'il soit différent de toi en termes de couleur de peau et de religion introduit une césure qui fait que tu ne vois plus la question sociale, tu ne vois plus que la question religieuse. Et tout ce qui sert à activer les confrontations religieuses qui débouchent sur les guerres religieuses en lieu et place de la lutte des classes participe au développement du fascisme. Et qui s'appuie sur ce terreau social complètement détruit. Albert Camus disait que le fascisme vient quand les démocraties sont malades. Absolument. Donc c'est le signe de maladie de la démocratie. C'est comme l'éruption de boutons. C'est-à-dire le corps est malade, il y a des boutons qui poussent. Absolument. Ça veut dire que la démocratie doit se soigner. Alors maintenant, tu peux nous donner les soins pour la démocratie. Attends. Comment elle doit se soigner? Fais l'articulation. Regarde. Non, mais attends. Fais l'articulation avec les derniers événements politiques. Oui, ça, du soft mis en cause pour détournement, malversation, tout ce que tu veux. Bon, on attend le procès. Et puis maintenant, il y a la jurisprudence Moretti. C'est comme le mec qui a tué dans la salle des fêtes, finalement. Les faits sont établis, mais il n'y avait pas l'intention. L'intentionnalité n'est pas approuvée. Exempté de toute peine. Mais mets-toi à la place. Nous, on en rigole parce qu'on réfléchit. Mais mets-toi à la place de quelqu'un qui habite dans les quartiers, qui travaille toute la journée en précarité, qui a le RSA ou le SMIC, qui entend ça, et que tu vas lui dire liberté, égalité, fraternité, et que tu vas lui dire que la justice est indépendante du pouvoir politique, que tu sais que le procureur lui-même a décidé de ne pas faire appel contre la décision de justice, alors qu'il est procureur. Mets-toi dans une situation d'un gars qui était condamné, ne serait-ce que parce qu'il n'avait pas ses papiers d'assurance. Les faits sont établis, mais c'était pas volontaire, je n'avais pas d'argent. T'es condamné ou pas? Bien sûr que tu es condamné. Et tu es d'autant plus condamné que tu es racialisé, c'est-à-dire, si tu as une couleur de peau qui est différente de la blanche, tu es plus condamné. Si tu es dans la religion musulmane, tu es plus condamné. C'est ça qui explique le fait qu'il y a plus d'Arabes et de musulmans dans les prisons en France, parce que 80% des peines, c'est de ce niveau-là. Ce n'est pas des grosses peines, pour l'essentiel. Il y a plus d'étrangers. Voilà. Il faut nuancer les choses, il faut dire les choses qui sont. Il y a plus d'étrangers parce que les peines sont plus fortes. Absolument. Apparemment, si on n'a pas de papier, ou si on dort dans la rue, que quelqu'un qui a de papier et trucs. Parce que si tu veux, il y a une méfiance, j'ai failli dire naturelle, c'est lamentable, mais c'est une méfiance de construction sociale. Et les juges vont être plus enclins à condamner des gens de ressortissants étrangères ou d'apparence, parce que parfois ils sont français aussi, qu'un blanc pure souche. C'est un problème, hein. C'est là où tu vois que la justice n'est pas égale, ni équitable. Est-ce qu'il existe des blancs pure souche, ça va encore, mais bon, on y réfléchira. C'est un autre débat. Ensuite. D'ailleurs, hier, j'étais chez mon marchand de moto adoré, j'ai rencontré deux personnes discuter. L'un, il est d'origine grecque, et l'autre, il est d'origine espagnole, portugaise. Tu vois, c'est la France, comme le dit Mélenchon, c'est la créolisation. Non, ça a été un mélange. C'est un pays multiculturel. Absolument. Et c'est une richesse. Puisque la France s'étend sinon, tu ne mangerais pas le couscous. De la Guyane jusqu'à passant par l'océan Indien, la Nouvelle-Calédonie, etc. Donc c'est un pays multiculturel. Et en fait, voilà. Et en fait, ce qu'ils veulent, et ça, je l'ai trouvé sur Internet, j'ai repris le panneau parce que je trouve ça magnifique. C'est pas de moi, hein, mais le gars, on le connaît pas. Il tenait un panneau. Ils veulent que nous nous détestions les uns les autres. Ne les laissez pas gagner. Il faut qu'on soit en mesure de dépasser la haine qu'ils veulent mettre dans nos regards, dans nos sentiments, dans nos gestes. Nous devons retrouver de la solidarité sociale. Et c'est là où, heureusement, qu'il y a des sociologues. Je vous ai envoyé les extraits de ce qu'ils écrivent.
hein. Mais l'espace public des quartiers a été abandonné. Et en fait, ce sont les jeunes qui se retrouvent, les jeunes désœuvrés, c'est-à-dire sans emploi. Rappelons que dans certains quartiers, tu as 60% des jeunes qui sont sans emploi, 40% de taux de pauvreté. Sur le quartier de la Monnaie, je vous ai envoyé les statistiques, faut savoir. Hein. Taux de chômage 17%, France c'est 9% en moyenne. Population active 35,4%. En France c'est 65%. Revenu moyen 6 480 € par an. Tu divises par 12, ça fait moins de 600 € par mois, moins que le RSA. Voilà la réalité sociale du quartier de la Monnaie. Et voilà, je t'interromps. Tu as fait un bilan qui est assez loin, on est bien d'accord, d'une économie qui va mal. Alors, tu devais faire aussi, nous parler d'une économie de paix. Oui, Qu'est-ce c'est que la ça fin. pourrait être ça devrait être le commencement de l'économie de paix. C'est pas la fin. Si. Mais il faut en parler, sinon tu n'auras pas le temps d'en parler. Alors, on a décrit et analysé, en fait, tout le côté obscur de la société. Et ce côté obscur de la société, c'est ça qui génère les confrontations, les déflagrations dans les quartiers et les guerres. C'est l'économie de guerre, on est bien d'accord. C'est l'économie de guerre. C'est le capitalisme. Bah, une fois que tu as posé le diagnostic, comme un bon docteur, il faut donner le remède. Le remède. Alors, c'est ce et qu'on bah, attend de toi. Le remède, c'est l'opposé de l'analyse que tu as fait. Alors. Il faut passer d'une économie capitaliste fondée sur compétitivité, concurrence, libre-échange, à une économie de paix où on dise d'abord qu'il y a toute une série de biens publics qu'il faut définir, mais on pourrait dire globalement l'eau, la santé, l'énergie, les transports, l'éducation, la culture, qui soient sortis de la sphère marchande. Parce que sans eau, un homme ne vit pas. Et qui soit assez libre pour tout le monde, c'est ça, on est bien d'accord. La proposition de l'avenir en commun, c'est les premiers mètres cubes d'eau sont gratuits. Ceux qui sont indispensables à la vie sont gratuits. Maintenant, celui qui a une piscine, il paye plus cher. Tu comprends? Puisque tu n'es plus là dans le besoin de vie, tu es dans le confort. Dans le confort. Bon, ça c'est le premier point. Et oui, c'est pour ça qu'il faut aborder rapidement, vas-y. L'économie de paix. Eh oui, Gêné par le temps. Il nous reste 1 minute, Fabrice, s'il te plaît, maximum. D'accord, ben je finis. Donc des biens publics universels et qui soient gérés par des services publics et non pas par la sphère marchande. Donc service public mondial. Mondial. Que ça soit assez pour toute la planète. Voilà, et qui s'inspire des services publics à la française. Exactement. Et enfin, deuxième point, il s'agit de s'opposer aux règles de compétitivité, concurrence et libre-échange et y substituer des règles à compétitivité basée sur l'individu. On mettra en avant l'efficacité sociale, efficience du groupe. À concurrence, destruction de l'autre, on mettra en avant l'émulation, travail collectif où chacun donne le meilleur de soi. À libre-échange, organisation élaborée, pensée et matérialisée à l'échelle mondiale de la compétitivité et de la concurrence, on mettra en avant et au-delà de l'échange équitable, la coopération. Par la coopération des biens publics, on développe l'ensemble des mondes. Je termine par Albert Jacquard. Il faut rebâtir complètement une société humaine où la compétition sera finalement éliminée. Je n'ai pas à être plus fort que l'autre, j'ai à être plus fort que moi grâce à l'autre. Ça, c'est intéressant. Parfait. Merci Fabrice Aubert pour cet éclairage. Encore une fois, tu as maîtrisé ton dossier. Capitalisme, guerre civile, fascisme. On se retrouve l'année prochaine avec les économistes.